d'être présent ce soir. Donc, comme le père Rafik a dit, j'ai récemment publié ce livre, donc les populations chrétiennes non autochtones en Égypte, le cas particulier des catholiques ottomans. C'est-à-dire qu'il s'agit des populations catholiques non autochtones d'Égypte, donc il ne s'agit pas des Coptes, mais plutôt des populations, des communautés catholiques en provenance des provinces orientales de l'Empire ottoman. En gros, ce qu'on appelle la Grande Syrie ou la Syrie et le Liban, les Chaouan en deux. Ce n'est pas mon ordinateur. Ah ouais. Donc ça, c'est l'église Saint-Cyril. J'ai voulu commencer par cette photo qui représente cet endroit qui nous accueille ce soir. Je vais très rapidement vous parler de mon parcours. Donc j'ai passé une partie de mon enfance ici en Égypte. Depuis quelques années, je vis en Belgique. Je suis chercheur à l'université de Louvain. Est-ce qu'on m'entend bien? À l'université de Louvain en Belgique, je travaille sur le monde arabe. J'ai fait ma thèse de doctorat entre l'université de Paris et l'université de Madrid. À l'époque, j'habitais à Madrid, sur l'enseignement en Égypte dans la deuxième moitié du XXe siècle. Donc j'ai publié ma thèse il y a déjà plus de 10 ans. Et depuis quelques années, je m'intéresse aux questions des minorités religieuses dans les pays arabes et musulmans. Et donc, une partie de mes recherches a abouti dans la publication de ce livre. Je ne parlerai pas, quand je parle des catholiques ottomans, je ne parle pas des communautés, donc des Coptes, ça j'ai déjà mentionné, mais je ne parle pas des communautés étrangères, occidentales. Donc c'est bien les catholiques en provenance de l'Empire ottoman. Oriental, oui. Ah, ok, très bien. Donc je vais d'abord commencer par faire un rapide rappel historique en parlant de certaines notions pour finalement parler de l'arrivée des Grecs catholiques, d'abord de l'apparition de cette communauté, ou le retour de cette communauté dans le giron de Rome et de leur arrivée en Égypte. Donc les dhimmi, ou la al-Zimma en arabe, était le statut de protection qui était assigné aux gens du livre en islam et qui a été repris sous l'Empire ottoman. Les gens du livre, je vous rappelle que ce sont les juifs, les chrétiens et les musulmans. Donc il y avait un pacte d'obligation et de devoir que devaient rendre les dhimmi en contrepartie d'une protection. Il y a toute une série de prescriptions religieuses dont je ne vais pas m'attarder sur ces questions, mais simplement je voudrais dire qu'il y avait un certain décalage entre ces prescriptions qui étaient demandées par les juristes musulmans et finalement la mise en application de ces prescriptions, suivant les périodes, suivant l'ère géographique également. L'Égypte, depuis quelques siècles, était devenue beaucoup plus laxiste à ce niveau-là, et c'est, on le verra, une des raisons pour lesquelles ça a été une terre d'accueil importante pour ces communautés. Donc, certaines obligations de la part des dhimmi étaient l'impôt foncier, le haraj qui était principalement payé en milieu rural, la jizya qui était principalement payée en milieu urbain, et un impôt de voyage, le rafa. Ce qui est intéressant, j'en parle dans mon livre de manière plus développée, mais très vite est apparu un paradoxe avec les impôts payés par les non-musulmans quant à
au fait de passer à l'islam. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y avait une conversion vers l'islam, les anciens dhimmi ne payaient plus ces impôts et donc ce qu'on appelle leur valeur fiscale diminuait. Il y avait aussi des restrictions vestimentaires. Ils ne pouvaient pas non plus monter à cheval dans certains cas, etc. J'insiste à nouveau sur le fait que toutes ces restrictions, toutes ces obligations n'étaient pas appliquées de manière égale, ni au niveau du chronologique, ni au niveau géographique. Une autre obligation auquel ils étaient soumis était par rapport à la construction, à la rénovation des lieux de culte. C'est un problème récurrent qui est encore dans certaines régions qui pose encore problème, mais c'est un problème un point que je voulais mentionner. Alors, comme vous le savez, les Grecs catholiques principalement ont commencé à émigrer vers l'Égypte au XVIIIe siècle. Je vais mentionner les raisons de leur départ et pourquoi l'Égypte. Alors, la suppression officielle du statut de dhimmi a lieu avec les lois des Tanzimat au milieu du XIXe siècle qui constituent en fait les réformes constitutionnelles pour moderniser l'Empire ottoman. Donc il y a deux décrets, le Hati Sherif et le Hati Humayun, qui changent la situation quant aux dhimmi. Ces réformes sont peu appliquées dans les provinces orientales de l'Empire ottoman et d'un autre côté engendrent peu de changements en Égypte parce que, comme je vous l'ai dit, l'Égypte était de ce point de vue déjà plus laxiste. Mohammed Ali avait déjà adopté des changements supprimant diverses contraintes et Noubar Pacha, dans ses mémoires, révèle de manière saisissante la décision de Mohammed Ali en 1844 de condamner la potence sur la place publique à Alexandrie un musulman qui avait assassiné un jeune chrétien, chose qui était inédite dans l'Empire ottoman. Saïd Pacha, son fils, celui de Mohammed Ali, supprime également la jizya, donc bien avant les Tanzimat. Selon Mohamed Sabri, qui est professeur à l'École normale supérieure du Caire, Mohammed Ali, n'ayant pas de préjugés des musulmans de son époque, abolit toutes les humiliations auxquelles étaient soumis les chrétiens qui n'avaient pas le droit de monter à cheval ou de s'habiller de certaines couleurs devant leurs supérieurs tricliniers, les musulmans. Donc voilà, c'était juste pour expliquer, de donner un premier aperçu des raisons pour lesquelles l'Égypte était un pays, une terre d'accueil pour certaines communautés qui étaient persécutées dans leur province d'origine. Alors, les Millets, Medla était aussi est une organisation qui a été mise en place sous l'Empire ottoman, basée sur la loi islamique et qui fixait le fonctionnement des communautés confessionnelles non musulmanes. Encore une fois, comme pour les dhimmi, le système des millets a subi certaines évolutions à travers les siècles. Donc, ce qui était particulier, c'est que chaque communauté religieuse non musulmane dépendait du chef du millet. Au début, à la prise de Constantinople, il n'y avait qu'un seul millet, un seul chef qui régissait les communautés non musulmanes, et puis petit à petit, avec
l'évolution de l'Église et l'apparition de nouvelles communautés, de nouveaux millets, donc de nouvelles communautés, chefs de communautés et communautés sont apparus. On pourrait traduire le mot millet par nation. D'ailleurs, c'est un mot turc, toujours utilisé en turc moderne, et quand on parle de milay en turc, c'est nation. Donc, les chefs religieux, les patriarches pour les chrétiens et les grands rabbins pour les musulmans, avaient obtenu la possibilité de gouverner leur communauté en se référant à leur propre législation. Ils créent leur propre loi de la famille basée sur leur texte religieux, sauf pour les affaires criminelles qui là il fallait se référer à l'autorité ottomane. Ils perçoivent leurs propres impôts, ce qui sera très important plus tard pour l'apparition des nouvelles communautés, dont ils reversent une partie à l'administration ottomane. Et ils sont responsables, comme je parle des chefs religieux, de leur communauté vis-à-vis de la porte sublime, de la sublime porte, pardon, de la grande porte. Ils répondent du comportement et notamment des exactions de leurs administrés. Les musulmans, quant à eux, étaient régis par la charia. Donc voici, malheureusement, la qualité n'est pas très bonne, une illustration de la sublime porte, qui était donc le pouvoir central ottoman. Alors, l'autorité ottomane exerce une pression croissante sur les responsables religieux, mais paradoxalement, leur avait octroyé dans le système du millet des responsabilités et un pouvoir bien plus important que ceux dont ils jouissaient du temps du Basilius, donc avant la chute de Constantinople. Donc, comme je vous ai dit, Mehmed II, à la chute de Constantinople, crée un seul millet qui regroupe toutes les communautés non musulmanes sous l'autorité du patriarche grec orthodoxe byzantin. En 1461, un nouveau millet pour les populations chrétiennes non byzantines créé, regroupant les Arméniens, les Nestoriens, les Coptes, les Maronites, etc., qui seront sous l'autorité du patriarche arménien. Quant aux Juifs, ils seront sous l'autorité du grand rabbin, le Hacham Pacha. Alors, formellement, comme je vous l'ai dit, à l'époque des Tanzimat, les millets seront, donc le statut du dhimmi est abrogé, mais les millets seront également supprimés officiellement. Paradoxalement, ce qui est intéressant, c'est que même après 1856, donc le Hadi Humayun, de nouveaux millets seront créés, bien qu'officiellement ils ont disparu. Donc là, il y a une image d'un cheikh et d'un rabbin. J'ai trouvé que cette image était intéressante pour vous montrer finalement la similitude, en tout cas à première vue, des trois personnages. Alors, les capitulations. Il s'agit d'accords passés, signés entre le roi français François Ier et Soliman le Magnifique en 1535. Les capitulations visent à assurer la protection des Européens en un premier temps et principalement des négociants qui voyageaient dans l'Empire ottoman, voire des marins qui traversaient, qui voyageaient en mer Méditerranée vis-à-vis des corsaires ou des pirates. Donc au début, les capitulations ne portent que sur les Français, c'est une protection vis-à-vis des Français, un accord entre la France et l'Empire ottoman, puis petit à petit s'étend vers les catholiques étrangers
et puis finalement, vers la fin de l'Empire ottoman, vers les communautés catholiques orientales et finalement les non-musulmans de manière générale. Tout cela étant progressif jusqu'à la chute de l'Empire ottoman. À la veille de la Grande Guerre, il y avait 12 puissances capitulaires et les principaux bénéficiaires de cette protection étaient les ressortissants de la France, de la Grande-Bretagne, de la Grèce, l'Italie et la Belgique. Donc, à gauche, vous avez une image de Soliman le Magnifique, les capitulations en ottoman, et puis une copie des capitulations en français, vers la droite. Et donc voici un tableau qui est très commun, donc représentant François Ier et Soliman le Magnifique. Alors, les principales conséquences des capitulations sont entre autres l'importance grandissante de la France. Non seulement l'importance grandissante de la France au niveau religieux, comme je viens de vous le dire, la France devient protectrice des chrétiens, mais aussi de la langue française qui, comme vous le savez, à partir de la fin du XXe siècle et la première moitié fin du XIXe siècle, première moitié du XXe siècle, aura de plus en plus d'importance, notamment en Égypte. Donc, importance grandissante de la France vis-à-vis des relations avec l'Empire ottoman, notamment les relations commerciales, vis-à-vis des communautés chrétiennes, je viens de vous en parler, et déjà sous François II, le monarque français est reconnu en fait protecteur en Turquie des chrétiens occidentaux, même étrangers à son pays. Donc très rapidement, l'importance ou le champ d'application des capitulations s'étend. Louis XIII déclare que l'emploi principal de l'ambassadeur du roi à la porte était de protéger sous le nom et l'autorité de Sa Majesté les maisons religieuses établies en différents endroits du Levant, ainsi que les pèlerins, et de protéger et assister les chrétiens et les catholiques du Levant autant qu'il lui sera possible, interposant le nom et l'autorité de Sa Majesté partout où il jugera le pouvoir faire utile. Louis XIV va créer des bourses pour les jeunes de langue, c'est-à-dire former finalement des jeunes gens pour devenir des intermédiaires entre la France et l'Empire ottoman. Donc des jeunes qui seront formés aux langues orientales, l'arabe, le turc, voire le grec, mais aussi des orientaux qui recevront une éducation en français. Pour former des interprètes qu'on appellera les drogman, torgoman. Les conversions pour différentes raisons, les conversions vers le catholicisme s'accentuent à cette époque, notamment grâce aux capitulations, vu que quand on devenait catholique, on était protégé par cette puissance étrangère vis-à-vis de certaines exactions qui auraient pu être commises par le pouvoir central ou le pouvoir local ottoman. Louis XIV accorde de très nombreux certificats d'uniatisme aux grandes dames des patriarches orthodoxes de la Porte. Pourquoi? Parce que dans le système du Millet, comme je vous l'ai dit, le patriarche percevait les impôts. Donc, à la création de nouvelles communautés, le patriarche cesse de percevoir les impôts des membres de sa communauté, avec la création des nouvelles communautés et des nouveaux milliers. En 1723, un commandement du sultan interdit aux Ottomans d'embrasser la religion catholique,
en fait, l'Empire ottoman voulait à tout prix éviter qu'il y ait un rapprochement entre les églises orientales orthodoxes, qui s'étaient issues du grand schisme, vers Rome, vers l'Église catholique. L'Empire ottoman voulait absolument éviter qu'il y ait une union, une force commune. La Suprême Porte avait intérêt à ce que les églises orthodoxes restent séparées, indépendantes et finalement peut-être plus faibles, plus dépendantes du pouvoir ottoman. Alors, petit à petit, cette protection qui avait été initiée par les Français s'étend à d'autres communautés, à d'autres puissances étrangères, dont notamment la Russie. La Russie a toujours, voisine de l'Empire ottoman, a toujours voulu intervenir, pouvoir protéger les populations, les communautés orthodoxes. C'est ce qui est fait avec le traité de Koutchouk-Karmanchi en 1774, et le tsar devient protecteur des chrétiens orthodoxes de l'Empire ottoman. Plus tard, le traité de San Stefano, disons 4 ans plus tard, octroie aux Russes la protection des populations grecques et arméniennes de l'Empire ottoman. Il y a ici une image, une reproduction de l'époque de la signature du traité de Koutchouk, et au milieu on voit le grand vizir de l'Empire ottoman qui a eu un malaise. Donc c'est l'Empire ottoman qui cède le pouvoir, la protection des orthodoxes, de ces populations orthodoxes au tsar. Donc l'Empire ottoman est en position d'infériorité. Le grand vizir qui a perdu connaissance et qui est secouru par les médecins, pendant qu'à gauche sont attablés les signataires du traité. Alors, vers le milieu du XVIIIe siècle, enfin disons le premier tiers du XVIIIe siècle, commence à apparaître une nouvelle communauté qui sont les Grecs catholiques melkites. Lors de mon exposé, j'utiliserai les deux termes de manière égale. Melkite faisant référence au Malek, au roi, c'est-à-dire que ce sont les églises qui étaient restées, qui dépendaient du Basileus, du Malek, de l'empereur byzantin. Donc en 1724 apparaît le schisme melkite, grec catholique, mené par une frange de la communauté grecque orthodoxe, qui opte donc pour un rattachement à Rome. Rattachement, réunification à Rome. On appelle aussi, c'est un terme qui est beaucoup moins usité, on parle des églises uniates par rapport à l'union avec Rome. Donc, cette nouvelle communauté apparaît, et comme je vous l'ai dit, les patriarches orthodoxes ne sont évidemment pas satisfaits de cette situation, d'autant plus que dans la plupart des cas, il s'agissait de l'élite des communautés orthodoxes qui passaient au catholicisme de par leur contact avec l'Occident, d'une part pour les raisons commerciales, mais également pour des raisons d'éducation, d'enseignement. Il y a un mouvement de missionnaires qui arrivent, qui sont envoyés dans l'Empire ottoman, qui commencent à procurer un enseignement moderne pour l'époque, avec notamment des langues étrangères. Donc on assiste à l'apparition d'une nouvelle élite économique et intellectuelle qui connaît plusieurs langues étrangères
étrangères, le français et l'italien, qui connaît très bien l'arabe et qui essaye de se, pour diverses raisons, donc revenir vers le giron de Rome. Donc elles sont très prospères et pour éviter les exactions et les persécutions du patriarche orthodoxe, grec orthodoxe, ils décident d'émigrer. Décident d'émigrer d'abord vers le port d'Acre et puis ensuite vers l'Égypte, notamment d'Amiette dans un premier temps. Alors, quand ils arrivent en Égypte, afin d'éviter que les persécutions de la part des Grecs orthodoxes continuent sur le sol égyptien, ils demandent à ce qu'une fatwa soit émise en 1792, et donc le cheikh Abdelrahman el-Hanifi écrit: on ne doit pas permettre qu'il ne leur soit fait aucun tort, parce qu'il n'en faut pas faire à ceux qui payent le kharaj, donc les impôts. En conséquence, les commandants musulmans interdiront aux patriarches de troubler les prêtres chrétiens dans l'exercice de leur culte, parce que les religions infidèles sont toutes les mêmes. Donc, avec cette fatwa, quelque part, ils avaient acheté leur paix en Égypte. En 1848, le sultan crée le patriarcat grec catholique indépendant et accorde à Maximos III Masloum la fonction de patriarche melkite. Voici son tableau. Malheureusement, la personne qui a pris la photo, ce n'est pas moi. Voilà. Et donc, lui donne l'autorité sur les trois patriarcats, Antioche, Alexandrie et Jérusalem. Donc, l'exode est motivé également par le désir d'élargir leur marché en créant de nouveaux débouchés commerciaux. Comme vous le savez, l'Égypte, à l'époque, est florissante, en pleine expansion. Donc, c'est la deuxième principale raison pour laquelle le choix est fait de venir sur les bords du Nil. Et l'arrivée de ces nouvelles communautés marquera finalement une inflexion dans la vie économique et commerciale égyptienne. Donc, comme je vous ai dit, il passe d'abord par Acre, ensuite Damiette, qui était le plus grand port à l'époque, le plus grand port égyptien, puis finalement, avec l'agrandissement, l'élargissement de la communauté, s'étend dans le reste du pays. Ils prospèrent rapidement grâce à leurs aptitudes commerciales qu'ils avaient déjà acquises en Syrie, les connaissances des langues européennes qu'ils avaient acquises dans les écoles missionnaires et l'expérience professionnelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent à tisser des réseaux commerciaux principalement en Méditerranée et vont même faire établir un réseau triangulaire entre l'Égypte d'une part, leurs correspondants dans leur province d'origine en Syrie et dans des ports du nord de la Méditerranée, notamment en Italie et Marseille. Dans certains cas même, à Manchester et Amsterdam. Donc très rapidement, les Grecs catholiques contrôlent le commerce. Ils parviendront à déployer une activité qui sera sans aucune mesure avec leur effectif. Et je le dis déjà, ça sera le cas à la fin du 19e, début du 20e siècle, dans le domaine intellectuel et le domaine de la presse, comme j'imagine que vous le savez. Donc, on assiste vraiment à une success story de la part d'une communauté qui, somme toute, était relativement restreinte, mais qui a eu des retombées beaucoup plus importantes.
ils avaient entre autres réussi très rapidement à obtenir les fermes, notamment la ferme de Damiette. C'est-à-dire ils ont réussi très rapidement à acheter les droits de fermage, c'est-à-dire que le pouvoir central leur vendait ce droit-là et en contrepartie, eux récoltaient tous les bénéfices ou tous les impôts en relation avec les importations ou les gains dans certains domaines. Finalement, le grand douanier, la personne responsable de la grande douane de Damiette était de facto le ministre des Finances. Et on verra plus tard qu'il s'agissait donc de Antoine Pharaon Cassis ou Antoine Pharaon Cassis, qui devient donc le grand douanier très rapidement, comme vous le voyez, grand douanier en Égypte, donc le ministre des Finances. Et ce qui est intéressant, c'est que Cassis arrive pour la première fois à ouvrir le commerce vers le Hijaz. Ce commerce de la mer Rouge était normalement réservé aux musulmans de par la proximité des lieux saints de l'islam. Et c'est le premier non-musulman qui parvient à ouvrir ce commerce vers la mer Rouge. Ce qui est intéressant, c'est que cela donne de nouvelles perspectives pour le commerce égyptien et renforce la place de l'Égypte dans le circuit du commerce international. Grâce à leur savoir-faire en matière de communication, les négociants syriens catholiques s'étaient hissés au niveau de négociants transnationaux, tant vers le nord, comme nous l'avons vu tout à l'heure, que vers l'Orient avec la mer Rouge, la péninsule arabique, mais également vers l'Inde et la Chine, puisque la mer Rouge menait vers l'Inde et la Chine. Nous avons ici une représentation de Antoine Pharaon. Donc, je vous ai donné un exemple de la réussite commerciale. Au niveau de la vie intellectuelle, j'ai eu la chance, il y a quelques années, de m'intéresser au personnage de Don Raphaël de Monakis, Raphaël Antoun Zahour Raheb, dit Don Raphaël de Monakis, qui était donc un prêtre grec catholique qui a été recruté par l'expédition d'Égypte et qui se trouvait sans doute en Italie, qui a accompagné l'expédition d'Égypte. Et il intègre l'Institut d'Égypte, créé par l'expédition. Comme vous savez, l'expédition d'Égypte avait un pendant scientifique et intellectuel, à part le côté militaire. Donc il intègre l'Institut d'Égypte, qui était à l'image de l'Institut de France à l'époque, en tant qu'interprète, et deviendra le traducteur de documents officiels. Deviendra le premier interprète du divan du Caire. Ce n'est pas une faute d'orthographe, c'est comme ça que ça s'écrivait à l'époque, avec un K. Donc selon Abdelrahman El-Jabarti, dans son journal d'un notable du Caire pendant l'expédition française, dont Raphaël, après les séances du divan, donc ce qu'on pourrait appeler le Conseil des ministres actuellement, se consacrait à la traduction des rapports et des documents. Alors, petite anecdote, nous avons ici le tableau de David et dont Raphaël serait le personnage à barbe brune à côté du pape, avec rouge. Donc voici certains livres qu'il a publiés.
publié. Je trouvais que c'était intéressant de parler de cet aspect de Don Raphaël, de ce personnage, parce qu'il remplit le rôle de trait d'union. D'abord, il représente l'Orient en France, une fois que l'expédition d'Égypte part et donc retourne en France. Il enseigne l'arabe vulgaire à l'école des langues orientales, qui existe toujours, qui s'appelle Langso, et qui a été créée en 1803. Il a comme étudiant, pour la petite anecdote, il a comme étudiant François Champollion, qui l'encourage à poursuivre des études orientales. Plus tard, sous Mohamed Ali, il revient en Égypte et jouera un rôle considérable dans la modernisation du pays, notamment avec le retour de l'imprimerie. Il a vu l'effet, le rôle de l'imprimerie sous du temps de l'expédition, de la présence française, et il parvient à ramener l'imprimerie, notamment donc, une imprimerie française et arabe. Il est envoyé par Mohamed Ali à la première mission égyptienne en 1826 en France. Et donc son premier rôle de trait d'union, disons, était quand il enseignait en France, et son deuxième rôle de trait d'union est quand il revient en Égypte, donc la deuxième partie de sa vie, où il fera le trait d'union entre la France et l'Égypte, et où il sera un acteur, je veux dire actif, bref, un acteur important dans la modernisation de l'Égypte. Une représentation de l'école des langues étrangères, où on voit donc un français et un oriental qui soit professeur, soit étudiant. Alors, Mohamed Ali, comme je vous l'ai dit, modernise l'Égypte, mais son arrivée représente un coup d'arrêt, ou en tout cas un frein pour la communauté grecque catholique qui était, comme je vous l'ai dit, très bien installée. Une des raisons, c'est que Mohamed Ali s'entoure de turcophones. Étant lui-même non arabophone, il s'entoure de conseillers et d'amis turcophones, des Grecs, des Arméniens, entre autres. Donc plusieurs Grecs constituent son cercle rapproché d'amis, dont les Isignes, les Alexandrins, et ceux qui connaissent Alexandrie verront le nom, Anastasie, etc. Les Arméniens jouent un rôle très important. Le banquier Sarraf Yegiazar inaugure une lignée d'hommes politiques arméniens. Bogos Youssoufian, membre d'une famille d'amirats, c'est-à-dire les amirats étaient, c'est un titre que portaient les grandes familles arméniennes dans l'Empire ottoman, qui n'étaient pas astreintes à payer la jizya et qui n'étaient pas soumises au statut de dîme. Donc Youssoufian devient le directeur du commerce avec l'Europe à l'époque. Donc vous voyez, il remplace les Grecs catholiques. Il parlait couramment le français, l'italien, l'anglais et le turc. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, son neveu Noubar Pacha, arrive en Égypte et il jouera un rôle politique de premier plan, sera notamment 3 fois Premier ministre. Ça sera le plus grand homme politique d'Égypte du XIXe siècle, et le Khedive Abbas dira de lui qu'il est très attaché à la cause. Il était très attaché à la cause arménienne, mais en même temps, il servait l'Égypte avec loyauté et compétence. Donc nous avons ici une image de Noubar Pacha et de son fils Bogos Noubar. Bogos Noubar, pour la petite histoire, je fais une petite parenthèse, a participé avec le baron Mampin à la construction, à l'établissement de la ville
d'Héliopolis. Et si je me permets de faire une deuxième parenthèse, je vous montre le livre de la comtesse Amélie d'Archcott, qui est la descendante de Noubar Pacha, qui a donc écrit un livre sur l'épopée d'Alexandrie et qui viendra en Égypte prochainement. Et voilà, donc qui vit en Belgique et qui travaille sur ces questions. Alors, donc, comme je vous ai dit, Mohammed Ali met un frein à l'expansion, en tout cas au rôle prépondérant des Grecs catholiques, mais l'évolution de l'Empire ottoman, avec notamment des massacres en 1840 et 1860, pousse les Chawans, les Syriens, à émigrer. Alors de nombreux d'entre eux partent en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, mais l'Égypte continue à être un pays d'accueil. Ils avaient reçu une formation solide et donc continuent à prospérer en Égypte dans différents domaines. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que contrairement à d'autres millets, d'autres communautés, les communautés grecques catholiques ou orientales catholiques ont tendance à prendre des distances par rapport à leur millet, à leur communauté, même au niveau religieux. Ils vont même jusqu'à créer une nouvelle identité nationale duale au sein même de la société égyptienne. Cette élite jouera un rôle de premier plan dans la culture et la pensée politique égyptienne du pays, sans jamais ne faire de la politique. Toute l'activité politique, rentrer en politique, toute l'activité politique que déployaient ces communautés se faisait principalement à travers la presse ou la poésie ou les romans, la littérature. Donc ils deviennent très rapidement les rois de la presse, plusieurs dizaines de titres que je ne mentionnerai pas. Je vais parler d'Al-Ahram avec les frères Takla, qui fondent le journal en 1876. Khalil Beymoutran sera nommé rédacteur en chef et le sera pendant 6 ans. Donc Khalil Beymoutran, après être passé par la France, s'installe en Égypte où lui-même fonde une revue sur la poésie et la langue arabe. À la demande du ministre de l'Éducation publique, il traduit avec Hafez Ibrahim le traité d'économie politique de Leroy-Beaulieu. Et ce qui me semble intéressant, c'est qu'il fixe la terminologie de l'économie politique en arabe. Pourquoi ça me semble intéressant? Parce qu'on commence à assister à ce moment à toute une génération de Syriens catholiques, de Libanais catholiques, qui finalement deviennent les premiers promoteurs de la langue arabe et de la modernisation de la langue arabe, notamment avec la langue. Donc vous avez là une reproduction la première apparition du premier numéro d'Al-Ahram en 1876, du journal Al-Ahram. En haut, les deux, à Alexandrie, les deux frères Takla, dont l'un qui tient dans sa main, je ne sais pas si ça se voit, Al-Ahram, et en bas, Khalil Beymoutran. Alors, la presse, je vous en ai très rapidement parlé. Les sciences, je voudrais mentionner Farid Boulad Bey, qui a fait une carrière scientifique très importante, enfin, des études en France, qui est retourné en Égypte, et qui finalement a été responsable de la construction, de l'élaboration de la plupart
des grands ponts construits sur le Nil, notamment de la gare d'Alexandrie. Il a un théorème sous son nom, le théorème Boulad, ainsi que plusieurs résultats publiés de ses études, de ses recherches, et il avait été accepté dans les plus grandes sociétés et associations mathématiques. Donc vous avez un portrait de Boulad, une photo du pont de Mbaba qu'il avait conçu et qui avait été, donc vous voyez à droite, une planche des colonnes du pont de Mbaba qui avait été réalisée en Belgique par l'entreprise Boom Martin. Naoum Shibib, qui était architecte et qui a été le promoteur de l'architecture moderne, notamment de différents gratte-ciel et de la tour du Caire. Donc la tour du Caire a été conçue par Naoum Shibib. Vous voyez ici sa plaque. Juste après la construction de la tour du Caire en 1961, il émigre vers le Canada et finalement le grand public connaît bien peu cette histoire, ne sait pas que c'est un grec catholique qui a construit la tour du Caire. En haut à droite, il s'agit d'une église à Port-Saïd. Un cousin du père Rafik. Et donc, vous connaissez, j'imagine tous, les magasins Sednaoui. Vers la fin les dernières années les années 50-60 ont été de la fin de la grande époque, disons, des Grecs catholiques, des catholiques ottomans en Égypte. La famille Sednaoui a joué un grand rôle dans la communauté grecque catholique et la communauté était dirigée en alternance entre la famille Sednaoui et la famille Toutouji. Alors, la famille Sednaoui avait des grands magasins. Ils avaient construit également l'hôpital Sednaoui, qui avait été inauguré par le roi Farouk et qui était ouvert à toute la population. La communauté grecque catholique avait également un hôpital, l'Al-Shefa, qui était un hôpital à la pointe de la modernité, qui était extrêmement moderne et qui était également ouvert à toute la population. Mais ce qui est intéressant, c'est que normalement les chefs de communauté envoyaient leurs enfants dans des écoles chez les jésuites, voilà, dans des écoles francophones, chez les jésuites, chez les frères, pour les filles, au Sacré-Cœur, voilà, etc. Donc l'école patriarcale et les écoles patriarcales étaient ouvertes pour les enfants des membres de la communauté, mais dans la plupart des cas, il existait suivant le milieu social. Et donc voilà une autre image des magasins Sednaoui à Aqaba, et l'hôpital était tout près également. Voilà. Donc je vous ai fait un bref aperçu de la situation en essayant d'expliquer, en essayant de faire donc un rappel historique des points qui me semblaient importants pour comprendre l'évolution, l'apparition de ces communautés et leur cheminement. Et je suis ouverte aux questions qui pourraient être posées. Merci. Tu n'as pas parlé des années 52, 56,
une fois, excusez-moi, je parle une fois j'étais avec les jeunes, tous les jeunes, dans une réunion en Qatar, et on avait invité un grand écrivain arabe, égyptien, et il parlait d'Abdel Nasser. Et moi je lui ai dit, il a commencé à parler d'Abdel Nasser, etc., en mentionnant l'importance de l'Europa, etc. Alors moi je lui ai demandé la question devant tout le monde. Je lui ai dit si lui était vraiment un Eurobi, pourquoi il a amené, il a nationalisé tous les Arabes, les souches arabes, les Syriens, les Libanais, etc., les Arméniens, tous les grandes industries actuelles, et que les gens sont partis. Alors en 1956, les Melkites en Égypte comptaient 40 000, et maintenant nous sommes 5 000, 5 500. Ça dépend des années fructueuses. Alors, c'est ça. Je préférais rester positif. Oui, oui. Alors, voilà. Mais comme c'est une histoire qui est vraiment très récente. Alors, c'est juste pour le faire. Alors, maintenant, on est ouvert aux questions. Et s'il y a des questions en arabe aussi, on peut. Moi, je voudrais vous poser une des raisons, non pas nécessaire. Je peux répéter après la question. Je dis une des raisons les plus importantes quand vous n'avez pas. Je vais répéter après. On va répéter la question. Je vais prendre le micro, peut-être c'est plus simple. Vous voulez que je le prenne? Oui. Donc, je dis une des raisons principales qui a poussé les Libanais et les Syriens à émigrer, que vous n'avez pas mentionné, c'était le génocide qu'ils ont subi au Liban et en Syrie par les Ottomans. Ils les ont affamés. Oui. C'est un génocide. Oui. Alors, ils les ont affamés au point qu'ils ont quitté le pays et sont venus en Égypte. C'est comme ça qu'ils ont abouti ici la plupart. Oui. J'en ai parlé, en fait, c'était mentionné dans la présentation 1840-1860. Oui. C'était effectivement, j'ai parlé de la première vague à l'apparition de la nouvelle communauté, et puis vers le milieu du 19e siècle, les différents massacres qui ont été perpétrés par l'Empire ottoman et qui a été, disons, la deuxième grande vague. Après, il y a eu d'autres vagues arméniennes, etc. Et disons qu'à partir... Alors, combien de temps nous avons pour les questions? D'accord. Donc, en fait, je ne l'ai pas mentionné, mais le paradoxe des tanzimat, des lois régissant la fin des millets et enfin l'abolition des millets officiels, comme je l'ai dit, parce qu'après il y a de nouveaux millets qui apparaissent, l'abolition officielle des millets et du statut de dhimmi. Le paradoxe est qu'il y a eu des mouvements de violence beaucoup plus importants qu'à l'époque pré-tanzimat, où le statut de dhimmi était mieux cadré, comment dirais-je, mieux défini. Ça a été un des paradoxes. Donc effectivement, à partir du moment où il n'y a plus cette protection officielle, il y a eu une tendance dans les provinces orientales, j'insiste encore une fois, pas en Égypte. En Égypte, il n'y a pas eu de violence, de massacre. Il y a eu une recrudescence de ces violences et des massacres. Des questions? Ça décide.
Oui, effectivement, vous avez tout à fait raison. Il n'y a pas eu de ghetto. Et d'ailleurs, je l'ai dit, c'est-à-dire qu'ils se sont détachés du Millet. Et comme je l'ai dit, ils ont créé une communauté duale avec l'Égypte. Alors, pour les mariages, encore une fois, je pense que ça rejoint un peu ce que j'ai dit par rapport à l'école, à l'enseignement. Normalement, les mariages intercommunautaires avaient lieu dans les classes plus aisées. C'est-à-dire que là, c'était plus une question de culture, de langue commune, qui était finalement l'arabe et le français, plus que l'appartenance communautaire. Et ça, je pense que c'est entre autres propre justement à la nature des relations en Égypte. Comme je vous l'ai dit, dans les provinces orientales, les choses étaient beaucoup plus figées, en tout cas plus compartimentées. En Égypte, il y avait beaucoup plus de marge de manœuvre. Donc effectivement, il y a eu plusieurs mariages intercommunautaires et que je sache, il n'y a pas de ghetto ou de communauté bien fermée. Vous avez parlé de la question d'emploi dans des multinationales ou au canal de Suez. Encore une fois, ça rejoint l'idée que ce que j'ai mentionné, qu'ils étaient multilingues. Ils dominaient parfaitement bien l'arabe, le français, souvent l'anglais. Donc, c'était les acteurs naturels pour être en contact avec les acteurs internationaux, les acteurs externes. On le voit avec le commerce, on le voit avec Dom Raphaël, et on le voit au XXe siècle dans les domaines de l'emploi qu'ils occupaient. Merci. Je peux dire quelque chose sur ce point. On peut dire qu'il y avait un certain ghetto, oui et non. À la maison, c'était le ghetto, avec les amis, avec la communauté, à l'église. Mais en dehors, dans la société, c'était le service de la société ou bien travailler dans les souches nationales ou internationales. Il y avait un petit oui et un petit non, surtout dans le mariage. Alors, pas à cause de la religion ou
mais c'était culturel. Alors on devait toujours trouver quelqu'un qui parle le français, l'anglais, etc., qui d'un niveau social exemplaire. Ensuite, si c'est quelqu'un qui se marie à quelqu'un d'une autre communauté indigène égyptienne, c'était déjà un peu la frousse dans la famille. C'était pas acceptable beaucoup. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Puis à celle il y a d'autres questions. Dis-le-moi la question. Juste te dire j'ai oublié de mentionner le livre de Masrour Zahir que le père Rafik m'avait prêté à Pâques quand j'étais venue lui remettre mon livre et que je vais lui rendre avant qu'il me monte. Non, ça y est. Alors, merci beaucoup. Et je voulais d'autre part, en guise de conclusion, dire que suite à la publication de ce livre, j'ai eu la surprise d'avoir de très nombreux témoignages de personnes que je ne connaissais pas, par différentes connaissances, notamment le père Boulad qui a canalisé pas mal de réponses, de contacts, qui m'ont écrit pour témoigner un peu de leur parcours, le parcours dont parlait le père Rafik Gress, que je n'ai pas mentionné. Et en fait, j'ai décidé de faire mon actuel projet de recherche est sur l'exode des élites économiques et intellectuelles d'Égypte à partir des années 50. Rien à voir avec Nasser, bien sûr, mais bon. Et donc, voilà, je voulais simplement vous en parler. Si jamais vous voulez témoigner, me transmettre des contacts, Père Rafik a mes coordonnées, où je vous donne ma carte et voilà, ça me ferait très plaisir. Et j'ai quelques exemplaires du livre à vendre, mais voilà. Je laisse gérer Père Rafik. Merci beaucoup à tous. Alors, en votre nom tous, je remercie le professeur Hera d'être venu et d'accepter de nous faire cette conférence. Et c'est une occasion aussi de te donner la médaille de Saint-Cyril, comme ça tu... Merci beaucoup. Merci. J'aimerais aussi remercier Monseigneur Claudio d'être avec nous.